Bonjour à tous, merci de votre fidélité. La solitaire Le Figaro, le chavirage spectaculaire de Yann Guichard dans la Route des Princes, sans oublier la mini Fastnet. L'actualité voile est bien remplie en ce moment, on en parle avec Pauline Ferco à la fin de ce journal. Tout de suite l'actualité de ce lundi 24 juin 2013 dans le Finistère. 8,9 millions, c'est le chiffre du jour, c'est le nombre de voyages effectués par les usagers du tram en un an. Ce lundi, en fait, ça fait 1 an et 1 jour que les rames vers Nice ont été mises en service. Depuis le 23 juin 2012, quel bilan tirent les usagers de ce tram, également des commerçants? Réponse avec ce reportage de Sophie Lecroisier. Après 1 an de service et plus d'1 million de kilomètres plus tard, les chiffres de la fréquentation du tramway sont encourageants. 33 000 voyageurs par jour en moyenne et une progression de 59% des abonnements par rapport à 2012. L'effet tram aurait-il opéré à Brest? Côté usager certainement, même si quelques bémols viennent ternir le tableau. Il y a eu quelques difficultés avec des problèmes de grève. C'est pas toujours facile à gérer, mais globalement je suis plutôt satisfait. Facile, utile, pratique. Ça permet aussi d'aller dans des endroits qu'on n'avait pas forcément l'habitude d'aller autrement. Au niveau de la correspondance en fait avec les bus, la fréquence n'est quand même pas encore très incitative. En revanche, c'est la cacophonie côté commerçant. Les 3 ans de travaux ont laissé des traces. Très peu d'entre eux ont vu leur chiffre d'affaires progresser depuis 1 an. J'avais une employée avant les travaux du tram et depuis je travaille tout seul. En ayant supprimé l'équivalent de 130-150 places de stationnement dans la rue, pour le commerce, c'est pas une réussite. Non seulement on ne nous aide pas auprès des banques, on ne nous aide pas non plus vis-à-vis de la ville, et puis le résultat négatif de licenciements à la clé. Nous travaillons tous les mois depuis entre 20 et 30% de mieux. Voilà. L'arrêt du tramway pour nous est important. Les gens sont autour et reste autour de la vitrine. L'expérience similaire d'autres villes démontre qu'après 3 ans de travaux, 3 ans sont nécessaires pour une reprise d'activité commerciale normale. Mais avec une conjoncture économique difficile, reste à savoir si les commerçants brestois pourront patienter. L'image du jour, c'est cette machine impressionnante ce lundi sur la plage de la Palue à Plonévé-Porzay, conçu initialement pour récolter des endives. Cet engin effectue en ce moment des tests de ramassage des algues dans l'eau. Double avantage, éviter que les algues vertes ne souillent les plages, mais également les récolter fraîches. Pour les valoriser, les tests doivent se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Samedi, la manifestation de soutien aux salariés de Marine Harvest à Carhaix a réuni plus de 2000 manifestants. Les salariés du site de Châteaugiron en Ille-et-Vilaine avaient fait le déplacement. Le groupe Marine Harvest, spécialisé dans le saumon fumé, a prévu de fermer ses 2 sites bretons, Châteaugiron et Poulaouen, en 2014. 450 emplois sont menacés. Les championnats de France sur route et de cyclisme se sont achevés ce dimanche à Lannilis après 3 jours de compétition et de festivités. Les 162 coureurs professionnels hommes se sont affrontés dimanche pour le titre de champion de France. 19 tours, 251 km à parcourir. C'est finalement Arthur Vichot de la Française des Jeux qui s'est imposé. Pendant cette course, Sophie Lecroisier a également rencontré le public. 2, 1, go! Allez, on applaudit nos 162 coureurs. Dernière journée de championnat de cyclisme sur route à Lannilis, et pas des moindres. Dimanche, c'était au tour des élites professionnelles hommes de chercher le titre de champion de France. Le public était au rendez-vous, il est venu de loin, parfois même de très loin, pour voir les coureurs. On est parti du Québec jusqu'à Rome en avion et depuis Rome, on fait du vélo vers Paris. On a eu un rond-point, on a viré à gauche, du coup on s'est retrouvé en Bretagne et on est venu voir la compétition. Je viens de Dordogne. Le but est dans la Manche. On supporte Mathieu Boulot. Mathieu Boulot. Nous venons de la Côte d'Azur pour le supporter. De Grasse, exactement. On a fait la route de Cherbourg ce matin de bonne heure. On est à côté de Rennes. L'une des stars du championnat de France de cyclisme sur route, c'était le fameux Ribine. Avec un temps sec, cette étape stratégique de 900 mètres n'aura finalement pas fait savonner les coureurs. Je suis dans le fameux Ribine que tout le monde redoutait. Je suis dans le dernier tiers du Ribine, mais qui est assez gentil quand même. La structure a été refaite, remaniée par rapport au Trobeléon et ça se monte assez bien quand même finalement.
Et là, je pense que le vent est en train de ressécher le Ribine, donc tout va bien se passer, quoi. C'est pas goudronné comme les autres routes, quoi. C'est bien, quoi. Pour une course sur route, c'est pas commun et ça n'a pas l'air mal. La Terre de Vélo a voulu marquer le coup pour cette course d'un jour. Pour cause, le championnat de France de cyclisme sur route n'était pas venu en Bretagne depuis 4 ans. Allez, après le cyclisme, le foot samedi, 500 délégués de la Fédération française de football étaient réunis à Brest. Au programme, la réforme de l'arbitrage, le football féminin et puis également les finances. Sophie Lecroisier a rencontré le président Noël Le Graët. Il donne son avis sur le centre de formation du Stade brestois. Je pense que tous les partenaires brestois sont prêts. On dirait la même chose. Le maire de Brest a dit que c'était un peu difficile actuellement, mais qu'il avait le projet d'améliorer le stade, déjà, des sommes relativement importantes, et que le centre de formation faisait aussi partie de leurs priorités, donc il est toujours à l'étude. Il est aussi à l'étude à Guingamp. C'est bien, à condition de ne pas mener deux politiques. Le centre de formation, ça a un coût partout en France. Et j'ai constaté aussi que ce n'est pas suffisant d'avoir un centre. Certains ont fait des très beaux centres, avec même des entraîneurs de talent, mais se sont aussi dépêchés d'aller recruter à l'extérieur. Ça doit s'équilibrer. Il faut essayer de le rentabiliser avec, j'allais dire, une vente de temps en temps, tant que c'est autorisé. Un mot de culture avant les grandes vacances. Le Quartz a levé un coin du voile sur la saison 2013-2014, mais sans détailler le programme. Mathieu Banvillet, le directeur du Quartz, invite donc les spectateurs et le public à 3 soirées de présentation de cette saison. À partir de ce lundi, donc lundi, mardi, mercredi à 19h30 au Quartz, entrée libre au petit théâtre, vient qui veut, le plus de spectateurs possible, qui le souhaitent, découvrir en fait cette saison. Donc j'en fais une présentation rapide. Vous savez, une saison du Quartz, c'est près de 100 spectacles, donc je ne parlerai pas de tout, j'essaie. Hein. Et puis surtout, on découvre des images, donc quand on ne sait pas très bien ce qu'on pourra choisir dans la saison, c'est l'occasion vraiment de se laisser bercer par ces images et de faire ses choix. Voilà, après la culture, la voile avec Pauline Ferco. Bonjour Pauline. Bonjour Frédéric. La 44e édition de la solitaire, c'est fini. Et oui, ça y est, c'est fini. Les skippers sont arrivés à Dieppe samedi soir. C'est Adrien Hardy qui a remporté cette 4e et dernière étape. Mais le grand gagnant de la solitaire du Figaro 2013, c'est bien sûr Yann Eliès, qui a réalisé le meilleur temps au classement général en comptabilisant donc les 4 étapes de la course. Yann Eliès, heureux puisque c'est la 2e fois qu'il remporte la solitaire. On écoute sa réaction à son arrivée samedi soir à Dieppe. Jamais 203, c'est assez sûr que je reviendrai. Hein. De toute façon, rien que pour les émotions que ça procure. Hein. Je veux dire, passer de l'été cassé à 2 doigts de faire demi-tour et gagner ici à Dieppe, c'est un scénario incroyable. Puis des émotions fortes, quoi, super fortes. Et pendant ce temps-là, Pauline, les trimarans engagés dans la route des Princes se rapprochent de la Bretagne. Oui, effectivement, les multicoques sont en route vers Plymouth en Angleterre. Ils ont quitté l'Irlande ce lundi midi. Ils seront donc en Angleterre à Plymouth en fin de semaine avant de rejoindre Roscoff dimanche. Donc de traverser la Manche rapidement. Voilà. Et oui, on l'a vu, le trimaran de Yann Guichard a subi un spectaculaire chavirage ce week-end. Pendant les petites régates en baie de Dublin ce samedi, le mode 70 Spindrift a chaviré. Le skipper impressionnante. Oui, le skipper Yann Guichard a été légèrement blessé. Son frère Jacques a subi 5 fractures du bassin. Les autres membres de l'équipage vont bien. Actuellement, le trimaran est remorqué vers la Trinité-sur-Mer. C'est son port d'attache. Et des plongeurs sont en train de rechercher les morceaux cassés du bateau sur les lieux de l'accident. Et enfin, Pauline, ce lundi, c'était le top départ de la Mini Transat. J'ai envie de dire enfin. Enfin, oui, parce qu'elle devait démarrer ce dimanche à Douarnenez pour cause de mauvaise météo. Ça a été décalé à ce matin, 8h. Donc les 56 duos de skippers se sont élancés vers le fameux caillou du sud de l'Irlande sur leur petit bateau de 6,50 m. La météo est plutôt calme, hein, contrairement à ce week-end, et donc la course pourrait durer jusqu'à samedi prochain. Et on fera un rendez-vous vintage pour terminer cette chronique. Ça se passe en Finistère. On peut dire ça, Frédéric. Ce week-end, les dinosaures de la planche à voile ont rendez-vous à la Jurassic Windsurf Cup à Port-Salle. C'est au programme des régates de vieilles planches à voile durant 2 jours qui rassemblent donc des windsurfers de toute la Bretagne. L'ambiance est garantie. Voilà, l'occasion de faire un saut dans les années 70 et les débuts du windsurf. Merci beaucoup, Pauline Ferco, pour cette chronique voile. Pour notre part, on se retrouve demain à 18h15 pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée et à demain.